Salut, je m'appelle Guillaume Et moi, c'est Sophie. et vous écoutez Parole d'entreprendre, le podcast où on entreprend et où on déconstruit en même temps. On se retrouve aujourd'hui avec Antoine, Delphine, Cédric et Elisa pour parler de la thématique de la famille. 3 épisodes distincts. Un cercle entre hommes, un cercle entre femmes et un cercle avec tout le monde. Vous pouvez choisir d'écouter ces épisodes les uns à la suite des autres ou séparément. Bonne écoute. Alors, je suis Sophie, je suis une L, j'habite Marseille. Ici, ça y est, l'été est là, il fait vraiment chaud et beau. Euh, Ma météo intérieure, elle est pas tellement à l'été aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué ce matin. C'était un peu compliqué ce matin, je sais pas tellement pourquoi, mais voilà, c'est une météo un peu pluvieuse à l'intérieur. Et, euh, et je pense que c'est très bien comme ça. Ok, donc c'est Delphine, j'ai 38 ans depuis 1 ou 2 semaines maintenant et je suis dans le nord de la France, je suis plus du côté de Douai, donc team nord en force, quoi. Et alors intérieurement, pareil, on va dire qu'il y a beaucoup de fatigue, de stress en ce moment, mais le fait de revoir le soleil extérieur et de vous voir vous aussi, j'avoue que ça redonne vraiment de l'énergie, donc c'est très cool. Que pareil, pleine de curiosité et pleine d'entrain pour cet après-midi. Donc, Elisa, prenons elle. Euh, Météo intérieure mitigée, alternance d'averses et d'éclaircies. Je dirais ça comme ça. Dans cet épisode, les femmes parleront pendant 30 minutes et les hommes écouteront en silence. La parole sera donnée à ces derniers seulement en conclusion de l'expérience. Chacune est arrivée avec une question qu'elle déposera ou non au milieu du cercle. Bonne écoute. Comment la famille extérieure vis-à-vis de notre entrepreneuriat peut être réellement un soutien? Alors moi c'est plutôt le terme famille extérieure qui me questionne pour le coup, plus que enfin, c'est plus cette partie-là de la question qui m'interroge par rapport à la suite de la question, parce que ça présuppose qu'il y a une famille proche et une famille, enfin, qu'il y a une famille intérieure et une famille extérieure. Et ça c'est intéressant. Euh, et ça me parle beaucoup parce que moi j'ai grandi dans une famille où il y avait le cercle des parents avec moi. Et c'était la famille intérieure, et puis tout l'extérieur, c'était dehors. Tu peux redire la question, s'il te plaît? Comment la famille extérieure vis-à-vis de notre entrepreneuriat peut-elle être réellement un soutien? Alors, pour moi, intrinsèquement, la famille extérieure n'est pas un soutien. C'est ce qui me vient là, en fait. Pour moi, c'est... je sais pas. Je passe la parole. On prend la parole comme on veut ou je sais pas avec ouais. Bon, du coup, je vais rebondir, Sophie. Alors effectivement, le terme famille extérieure, moi aussi, c'est pareil, ça m'a un peu interpellée. Moi, je l'interprète plus comme, alors si pareil, je dois faire, on va dire, la comparaison avec la famille intérieure. La famille intérieure, c'est peut-être ceux qui ne font pas forcément partie de ma famille de sang, on va dire, mais que je considère comme ma famille. Et la famille extérieure, ce serait ceux qui sont de fait de ma famille, mes parents, mes frères, enfin mon frère, mes cousins, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Euh, et donc, alors, moi, je vais parler de mon cas personnel. Du coup, moi, je suis très proche de ma famille, intérieure ou extérieure. Pour moi, c'est voilà, ma famille est très présente. Et oui, pratiquement tous les membres de ma famille extérieure est très présente pour moi. Et je vois les freins que ça peut poser, mais par contre, je trouve qu'ils sont d'un d'un gros soutien dans le sens où euh, ils me permettent de me raccrocher à une certaine réalité, quelque chose d'autre. C'est-à-dire que alors ma famille n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat et du coup, ça me permet d'être accroché à autre chose, de voir autre chose et de ne pas être comme la plupart des entrepreneurs, parce que comme ce qu'on est en général tous ensemble, c'est-à-dire
plongé, immergé toujours dans notre activité, dans nos métiers, etc. Et donc, je trouve que là-dessus, avoir une sorte de soupape, quelque chose qui nous aide à nous évader, même si ça fait pas, c'est pas quelque chose qui me porte vers l'entrepreneuriat, mine de rien, ça m'aide quelque part. Et voilà, je trouve que ça, c'est quand même un sacré soutien. Je sais que c'est une chance aussi que j'ai d'avoir ça, même si effectivement, mais c'est pas la question, il y a aussi un pendant négatif euh, à ce soutien-là. Voilà, je laisse la main. Alors moi, ce que ça m'évoque, parce que du coup, je vous entendais parler de famille intérieure, famille extérieure. Moi, je fais pas tant de différence que ça. Moi, j'ai plutôt la notion de famille, j'ai envie de dire tout court entre guillemets, qui est pas du tout dans l'entrepreneuriat et du coup, je ressens pas particulièrement de soutien. Au contraire, je ressens plutôt euh, quelque chose qui serait plutôt drainant pour moi, parce qu'il y a de l'incompréhension, parce qu'il y a des peurs, parce que euh, il y a moins de sécurité quand on vit dans l'entrepreneuriat versus quand on est salarié. Et je viens d'une famille où on privilégie beaucoup la sécurité du revenu, la sécurité du futur, famille de fonctionnaires, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être un petit peu comme un trouble fait là-dedans, à par mes choix générer de l'insécurité chez eux dans ce qu'ils peuvent ressentir ou en tout cas me transmettre, ce qui m'amène du coup à réfléchir le terme de famille en dehors des liens de filiation ça m'a amené des réflexions de me dire bah finalement je peux aussi faire le choix de me créer une famille autre avec des personnes qui sont plutôt dans l'entrepreneuriat, de cette culture-là, dans cette énergie-là, pour justement balancer les deux énergies. Euh, pour moi, c'est pas ma famille de filiation, c'est pas réellement un soutien. Euh, mais du coup, c'était quand même intéressant parce que ça m'a amené à trouver des ressources autres et à être créative dans la façon dont je pouvais compenser ça pour que ce soit viable pour moi, aussi bien émotionnellement que dans tout ce que ça peut comporter. Donc cette question-là m'amène ces réflexions-là. Merci. Du coup, en vous entendant parler, en fait, moi, j'ai une expérience similaire hein, sur euh, le fait d'avoir une famille qui est plus dans la recherche de la sécurité. Et en tout cas, ma famille intérieure, enfin, mes parents, ce qu'ils m'ont transmis, c'était plus la recherche de la sécurité. Et justement, j'ai dû me détacher de cette influence-là pour prendre la voie que je prends maintenant. Euh, mais effectivement, si on dérive sur l'entourage de façon générale, je me rends compte que en ce moment, je suis en train de me construire un entourage plus d'entrepreneurs par choix. Je m'entoure de ces personnes-là qui me ressemblent ou qui ressemblent à ce que je veux être, parce que évidemment, on est la moyenne des gens qui nous entourent en fait. Et pour le coup, je m'appuie absolument pas sur ma famille pour cela. En tout cas, pas la famille extérieure à mon foyer, en fait, parce que du coup, je repars sur cette idée d'intérieur-extérieur. En fait, la famille intérieure, pour moi, c'est vraiment les gens qui sont dans la maison. Donc, mon mari, mes enfants, les enfants de mon mari. Et les gens qui sont de ma famille, mais qui sont à l'extérieur, sont la famille extérieure. Et, euh, et en fait, je peux recevoir du soutien d'eux,
de certains d'entre eux, mais des encouragements, par exemple, sur oui, c'est bien ce que tu fais, c'est courageux de monter son entreprise, etc. Mais en fait, ça me met un peu mal à l'aise parce qu'il y a toujours derrière la question de mais est-ce que ça marche ce que tu es en train de faire? Et ça me met trop mal à l'aise venant d'eux de me questionner si ça marche et de leur répondre honnêtement, alors qu'à des entrepreneurs comme moi, je vais répondre honnêtement sur si ça marche suffisamment ou si ça marche pas assez. Donc voilà. Après, sur le soutien de la famille intérieure, pour le coup, le soutien à tous les niveaux, il est indispensable et il est là parce que sinon ça peut pas fonctionner quoi. Je passe la main. J'ai rien à ajouter, moi, Elisa, si tu as des choses à dire là-dessus. Est-ce que tu veux partir sur une autre question? Comme vous voulez. Je peux prendre une question entre 1 et 5 si tu veux. 5. Alors, comment avancer dans l'entrepreneuriat malgré les peurs familiales? On a 4 heures, c'est bien ça, hein, pour faire un petit... malgré les peurs familiales, c'est ça, hein. Ok. Alors, les peurs familiales, déjà, moi, je vois au moins deux chemins, c'est-à-dire les peurs qu'on ressent nous, qui nous ont été, on va dire, inculquées ou transmises par la famille, et les peurs de l'entourage aussi, les peurs familiales, voilà, que peut peut-être ressentir le mari, etc. Et que nous, on ressent du coup, mais plus par transfert et qu'on n'a pas forcément de base. Comment avancer malgré ça? Alors, ben, pour mes propres peurs à moi, je pense que ça rejoint beaucoup la question d'avant, c'est-à-dire que je pense que je ne serais pas capable d'avancer si je n'avais pas, si je ne m'étais pas créé un autre entourage d'entrepreneurs qui comprend justement ses peurs, ses doutes, etc. Donc, je pense que ça c'est vraiment hyper important d'avoir ce moteur-là pour avancer. Ouais, s'entourer d'entrepreneurs et de personnes qui partagent cette philosophie, qui peuvent comprendre vraiment ce qu'on peut ressentir. Et alors, concernant la peur que les autres peuvent nous transmettre, j'allais dire c'est un travail de coach aussi peut-être, mais c'est vrai en fait, c'est des choses qu'on peut aborder en coaching. Euh, c'est en travaillant la confiance, enfin son estime, la confiance en soi, parce que ça fait partie aussi de la pollution extérieure. Et ben, ça, à part faire un travail sur soi et justement se protéger, s'armer contre justement toutes ces attaques entre guillemets, je pense que on, j'allais dire, j'ai peur d'être trop radicale, mais je suis pas sûre qu'on puisse le travailler autrement qu'en travaillant sur soi, qu'en travaillant sa confiance et son estime. Ouais, je pense que c'est vraiment les deux choses que je ferais, que je fais d'ailleurs en fait, que je ferais comme si ça n'existait pas. Je dis ça comme si ça n'existait pas, mais que je fais pour contrer un petit peu ces peurs. Voilà, je laisse la main. Je rejoins pas mal ce que tu dis, Delphine. Quand tu as parlé de peur familiale, ce qui m'est venu, c'est la peur du manque, la peur du manque d'argent, la peur du manque de nourriture. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs et ça résonne un peu à ce niveau-là. Et en fait, les peurs qui me sont transmises, moi, effectivement, je les gère beaucoup dans l'action. Je, je me mets en action et je fais ce que j'ai à faire. Et quand je fais ce que j'ai à faire, les peurs s'en vont ou sont gérées en tout cas, un peu étouffées. Et, euh, et puis j'ai des pratiques qui me calment, qui me permettent de les gérer. Après, gérer les peurs des autres. Donc, les peurs que me renvoient les gens, en fait,
ça ne parle que d'eux, ça ne parle pas de moi. Donc des fois, ça m'impacte parce que ça me met dans le doute. Mais ce qui me permet de sortir de ça, c'est de juste de me dire qu'en fait, ce ne sont que leurs peurs à eux et que ça n'a pas grand-chose à voir ni avec moi, ni avec mon entreprise, ni avec ce que je fais, ni avec une réalité de ce qui est. En fait, ce ne sont que leurs propres peurs. Et ensuite, les peurs, peur du manque, peur du rejet, ça se prend une à une et puis ça se gère jour le jour. Je passe la main. Moi, ce qui est monté quand je vous écoutais, c'était par rapport à mon parcours à moi, par rapport à la gestion des peurs. Moi, dans peur familiale, j'entends peur des autres et qui du coup sont des projections de leur propre peur sur moi, en dehors de celles que je peux avoir à titre personnel. Et moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'aide encore, c'est de me détacher de l'enfant. Si je prends par exemple l'exemple de ma mère, c'est de me détacher de cette impression de rester l'enfant d'eux, qui du coup me mettait dans une position de vulnérabilité, une position en quelque sorte un peu de dépendance et dans cette énergie de je peux pas me suffire à moi-même, j'ai un besoin de l'adulte pour survivre, ce qui est le cas quand on est enfant. Et du coup de me détacher de ça et de me dire que oui, je suis la fille de ma mère, mais je suis pas que ça, je suis aussi une adulte aujourd'hui, et de me mettre plutôt dans cette incarnation de l'adulte plutôt que dans la position de l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a aidé et m'aide encore aujourd'hui à ce que ces peurs-là aient moins d'impact. Je peux pas dire qu'il y en a plus du tout, parce qu'il y a toujours des résidus. Mais en tout cas, c'est en quelque sorte, l'image qui me vient, c'est comme si l'adulte que je suis aujourd'hui prenait par la main l'enfant que j'étais avant, et que c'était moi qui allais m'occuper de cet enfant-là que j'ai été. Et que du coup, c'est un peu comme un circuit fermé entre moi et moi, et que du coup, l'extérieur a moins d'impact et d'influence sur les peurs que ça peut générer ou sur ma façon d'avancer dans mon entrepreneuriat ou ce que j'ai envie de voir apparaître. Merci. Je rebondis sur ce que tu dis, Elisa. Moi, ce que ça m'évoque, l'adulte qui prend l'enfant que j'ai été par la main, tout ça, c'est une phrase qui fait partie de mes mantras personnels que je me répète régulièrement et que je dis souvent aux gens. Je suis au centre de ma propre vie. Je suis ma propre priorité. Je me place d'abord moi. Enfin, il y a plein de façons différentes de le dire. Je suis ma propre source. Et en fait, je trouve que c'est essentiel et qu'on passe à côté souvent. C'est moi d'abord. Je suis ma priorité devant tout le reste. Et, euh, et je suis au centre de ma propre vie. Je le répète parce que ce sont vraiment des mots qui, pour moi, sont très puissants. Et pour moi, c'est ça que tu fais quand tu rejoins l'enfant que tu étais, qui était dépendant de l'adulte et que tu fais un lien entre l'enfant que tu étais et l'adulte que tu es aujourd'hui. Tu remets tout ton être au centre de ta vie. Je rebondis rapidement, mais tu vois, tu as exactement traduit, Sophie, ce que je voulais dire concernant l'estime de soi, tu vois. Quand je disais comment ne pas être embêté par les peurs des autres, ben c'est ça, c'est de se dire que si on est au centre de sa vie et qu'on s'estime à sa juste valeur, les peurs, elles peuvent pas nous atteindre en général. Donc ouais, c'est euh, c'est exactement ça. Il reste 5 minutes pour un ou deux derniers partages si vous
voulez sur cette question, sur un autre sujet qui vous viendrait, quelque chose que vous auriez envie d'exprimer. Alors moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on dit depuis le début. Mais comme on est dans le cercle des femmes, euh, je voulais juste parler de la maternité. Et en fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est que j'avais prévu d'écrire un document sur ma vision et ma mission d'artiste. Et hier, j'ai travaillé sur mon pourquoi, etc. Et c'est quelque chose que je repousse depuis des mois et des mois. Euh, et là, ce matin, je voulais faire ça. J'ai pas réussi. Euh, et c'est presque quelque chose de l'ordre de l'enfantement, de sortir ce genre de concept. Et une entreprise, c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'enfantement. Et c'est marrant parce que ces derniers jours, je pensais aux femmes qui ont des entreprises comme parfois une façon de créer comme quand on crée un enfant. Et, euh, et je pensais à moi qui ai toujours été traversée par un élan de création. Mais quand mes enfants étaient très petits, c'était pas tellement le cas, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression d'être très fouillée dans ce que je dis, mais en fait, c'est tout un amalgame de pensées qui ont tourné autour de moi ces derniers jours et y compris ce matin et qui ont été assez compliquées et assez embrouillées et floues. Mais je me suis rendu compte que quand mes enfants étaient vraiment petits, genre bébés, en fait, être à leur service et avoir créé ces êtres humains et être en train de les materner dans leurs plus jeunes années, ça me suffisait en termes de créativité. Et maintenant qu'ils sont plus grands et qu'ils se détachent et qu'ils deviennent des humains plus autonomes et moins dépendants de moi, j'ai un besoin de créativité qui doit s'exprimer ailleurs que dans ma famille. Et pour le coup, en tant que femme, ça rejoint cette idée d'entreprise et de famille et comment enfin voilà, comment ça joue ensemble toutes ces notions-là. Et voilà, c'était très flou et très embrouillé, mais je laisse la parole. Je voulais juste rebondir sur les notions de créativité et de maternité. Je trouve que quand on crée une entreprise, il y a d'une certaine façon un don de soi qui s'opère, qui est, qui recoupe d'une certaine façon ce qu'on peut vivre dans la maternité. Et en même temps, moi, je suis maman d'une petite fille et alors il y a le don de soi, mais je reçois aussi beaucoup et elle est source d'inspiration euh, dans le cadre de mon entreprise euh, parce qu'elle dégage par la simplicité de l'enfant et ce qu'elle peut la justesse de l'instant présent. Et ça permet justement de me ramener et d'éviter d'être trop dans l'anxiété anticipatrice ou dans le futur. Et je trouve qu'il y a un échange, un équilibre intéressant qui peut être trouvé à ce niveau-là aussi. Merci. Juste pour voilà, finir un peu le cercle du coup là-dessus. Moi, j'ai pas d'enfant, donc la maternité à proprement parler, c'est jamais quelque chose qui m'a attirée. Donc voilà, c'était un choix. Par contre, tous mes projets professionnels, je les ai toujours vus comme des accouchements difficiles. De toute façon, c'est toujours un terme qui est revenu. Voilà, quel accouchement difficile, cette certif, etc. Donc, je peux pas vraiment me prononcer sur est-ce que c'est la même chose ou pas. Par contre, pour rebondir sur ce que tu as dit, Sophie, qui était clair, hein, malgré ton impression, je pense qu'on a compris.
Et en tout cas, je pense avoir compris un peu ce que tu voulais dire. En fait, c'est juste que de ce que j'entends, j'ai l'impression que ton besoin de créativité que tu avais plus du coup avec tes enfants bas âge, t'es parti le chercher ailleurs. Et tout, c'est juste un besoin un besoin que tu avais besoin de combler. Et du coup, ouais, tu l'as pris ailleurs, quoi. Et c'est chouette de l'avoir trouvé parce que il y a plein de personnes qui trouvent pas comment combler un besoin. Donc, avec l'entrepreneuriat, ça peut être pas mal. Alors, pour commencer, le nombre restreint de participantes a rendu l'expérience très agréable, je trouve. Chacune a eu le temps de s'exprimer autant qu'elle le voulait, de développer aussi ce qu'elle souhaitait. Et donc, j'ai trouvé ça très chouette et vraiment enrichissant. Je retiens particulièrement 2 leçons de cette expérience. La première, c'est que les questions n'étaient pas comprises de la même manière pour toutes. Et du coup, ça montre l'importance de bien verbaliser, de préciser, de recontextualiser ce qu'on entend pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incompréhension et que chacune comprenne bien le message qu'on veut faire passer. Et puis ensuite, la deuxième leçon que je retiens, c'est que quand les questions ne sont pas préparées, ça nous demande un temps de réflexion et surtout de réflexion à voix haute du coup. Et ça demande un certain lâcher-prise d'exposer à chaud ses réflexions, ses idées, de ne pas pouvoir les ordonner forcément comme on le souhaite tout de suite. Et j'ai trouvé l'exercice très intéressant de ce point de vue-là. Je trouve qu'il y a quelque chose de particulier qui se joue dans le fait de parler entre femmes. Une sorte d'expérience commune en lien avec le statut de femme dans la société et la féminité dans le corps et l'expérience de vie. Ce que je retire de l'expérience d'écoutant en non-mixité choisie, c'est cette forme d'expérience un peu déroutante au premier abord, d'écouter sans interagir. Je passais par un sentiment un peu d'incruste au milieu des confessions des autres, et puis en fait progressivement, on en ressort toute la richesse de l'écoute active et dédiée. En fait, c'est comme un don, c'est comme recevoir un maximum d'informations, d'échanges, de confiance, sans avoir à donner en échange. C'est des pistes de réflexion qui se sont ouvertes à moi et que j'étais libre en fait ensuite de suivre à ma guise et à mon rythme. Vraiment de l'expérience globale du cercle parole, c'est certainement la partie qui m'a le plus marqué par ce côté vraiment très, dans le bon sens du terme, hein, très don, cadeau. C'est déroutant et en même temps hyper riche et un vrai sentiment de confiance que l'on nous offre. Alors, ce que je retiens en tant qu'écoutant, c'est beaucoup de gratitude, beaucoup d'apprentissage, de partage, de confidence. Et franchement, c'est beau de pouvoir vivre ce genre d'expérience. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Parole d'entreprendre, le podcast où on entreprend et où on déconstruit en même temps. La musique et le montage ont été réalisés par Antoine Petit. L'illustration de chaque thématique est réalisée en live par Sophie Deschamps, co-animatrice de ce podcast. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. On publie 3 épisodes par mois. PS. Si vous voulez vous former à la facilitation de cercles de parole ou au dessin intuitif, reportez-vous en description de l'épisode pour pouvoir nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également participer ou offrir l'expérience à une personne de votre entourage. Une adresse mail est à votre disposition, également en description de l'épisode. À bientôt pour une nouvelle thématique.